Espace TV. Un réel plaisir pour nous de vous informer sur Espace TV. Bienvenue dans cette édition d'information. Les grandes lignes du journal, le 18e congrès de la CNTG se tient à Conakry depuis ce matin, une rencontre nationale lors de laquelle il est question d'amender les textes juridiques et renouveler le bureau syndical de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Et puis 3 individus ont été présentés à la presse ce jeudi par l'escadron de la gendarmerie mobile d'intervention numéro 03 de Sanoya avant d'être déférés au TPI de Koya. 2 sont accusés de vol à main armée et l'autre de vol de voiture. Et c'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. La Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, a débuté ce jeudi son 18e congrès national à Conakry. Et pendant 2 jours, les congressistes venus de partout à travers le pays vont amener les textes juridiques du mouvement puis passer au renouvellement du bureau syndical. Bernard Koundouno Aboubakar Din Kamara pour plus d'explications. Cette première journée qui a mobilisé tous les représentants du pays et les organisations syndicales nationales affiliées a tout d'abord permis aux congressistes de revoir et amender les différents textes juridiques du mouvement. Essayer de faire le toilettage de nos textes juridiques, notamment le statut, le règlement intérieur et le règlement financier. La seconde phase va être l'élection du bureau confédéral de la CNTG. Le gouvernement de transition, à travers le ministère de la fonction publique, a marqué sa présence auprès des congressistes pour présider les travaux. Les organisations syndicales jouent un rôle important, voire crucial dans la préservation du droit des travailleurs, en s'assurant du respect de la réglementation en matière de travail en Guinée. Mesdames et messieurs, au nom de Monsieur le ministre du Travail et de la fonction publique, je vous invite à un congrès paisible au cours duquel vous échangerez vos idées et procéderez à l'élection des responsables de votre centrale. À tour de rôle, les tout premiers syndicalistes ont apporté leur soutien à la tenue de ce congrès. L'unité entre les syndicalistes pour la consolidation des acquis du syndicat guinéen sont entre autres les recommandations de ses aînés. Tous ces faits et d'autres nous invitent au sens de responsabilité pour faire de notre congrès une ultime occasion de mettre au cœur de vos débats l'unité des organisations syndicales. Le Conseil syndical 2022 prendra fin ce vendredi 25 février à Conakry par l'élection du nouveau bureau. Le candidat sortant a officiellement annoncé sa candidature à sa propre succession à la tête de la CNTG. Alors qu'un congrès se prépare demain, vendredi, pour élire un secrétaire général à la tête de la CNTG, des syndicalistes de l'éducation et d'autres secteurs brandissant des pancartes font un sitting devant le Conseil national de la transition pour demander le départ d'Amadou Diallo. Le secrétaire général de la CNTG s'apprête à briguer un 3e mandat, ce qui est, disent-ils, contraire aux principes et valeurs des organisations syndicales. Guibrilba Alioba. Sur des pancartes où on peut lire « Vive le changement à la CNTG », ces syndicalistes du SLEG, de la FSPE, du SNE et des mines ne veulent plus voir Amadou Diallo à la tête de la CNTG. Le ministre de la fonction publique a échoué. Ce n'est pas un ministre qui peut promouvoir le dialogue social. Il nous dit que nous ne sommes pas ses interlocuteurs, que ces interlocuteurs sont les centrales. Qui peut nier la force de l'intercentrale de l'éducation? Qui peut nier? Il est temps qu'Amadou Diallo parte, ont martelé ces syndicalistes. Pour eux, il n'est pas en mesure de défendre les intérêts des travailleurs. L'article 39 demandant la mise à la retraite, la mise à l'écart de tous les agents de l'État ayant fait valoir les droits à la retraite, de ne plus agir au nom des agents de l'État. Voilà. Voici que cette même loi rattrape Amadou Diallo et Amadou Diallo refuse de respecter cette loi. On a fini par comprendre que la CNTG est une structure inféodée et que les vieux qui sont là, ils ne défendent que leurs intérêts.
Parce que nous, on a été victimes d'une injustice, on n'a jamais été défendus. Alors qu'Amadou Diallo et ses pairs de la CNTG peaufinent les textes juridiques pour le congrès de vendredi, ils lancent des pics à ces syndicalistes. Je rappelle que le syndicat n'est pas une école d'exclusion, ni une entreprise de dénigrement. De ce bras de fer découle le manque d'implication de l'inspection générale du travail. Pour l'heure, l'on ne sait pas jusqu'où ces syndicalistes sont prêts à aller. Reportage signé Guy Brilba. Autre page dans cette édition, dans les marchés de Conakry, le poisson, une denrée fortement prisée par les populations, se raréfie et coûte cher. Les pêcheurs artisans seraient à l'origine de cette situation. Les femmes vendeuses les accusent notamment de spéculation et autres pratiques qui engendrent la cherté des produits halieutiques dans le marché. Nos reporters Guéné Bimba Koulibaly et Ibrahim 5 Souma sont allés comprendre. Suivez. Dans les marchés de Conakry, le poisson incontournable dans l'alimentation guinéenne a tendance à s'acheter à prix d'or. Le secrétaire général de la Fédération patronale de la pêche industrielle de Guinée nous donne les raisons. Madame la ministre a fait, le secrétaire général l'a fait. Actuellement, le centre de surveillance est en train de réguler sur beaucoup de situations qui étaient confuses à l'époque. Maintenant, vous avez vu, il y a tout le quai plein de poissons. Maintenant que ça quitte au port, que ça parte au marché, ça c'est le domaine des femmes. Maintenant, à l'étalage, c'est là-bas le problème, madame. Selon ces vendeuses de poissons, la hausse des prix des produits halieutiques sur les marchés de Conakry s'explique par la complicité des étrangers qui achètent en grande partie ces poissons avec les piroguiers guinéens pour les revendre à un prix élevé aux femmes étalagistes. Avant, c'était facile. Les piroguiers nous donnaient les poissons pour revendre. Mais actuellement, ce sont les étrangers qui achètent les poissons au même peu cher pour revendre aux étalagistes à un prix exorbitant. C'est pourquoi le poisson est cher au marché. Les pêcheurs artisans avancent, eux, comme argument, la surpêche par les gros chalutiers, le manque de carburant, sans occulter les problèmes de moteur. Les petits pirogues là, et ils n'osent pas aller loin quoi. Quand vous partez loin là, vous allez rencontrer avec les gros pirogues là. Des fois ils gâtent des filets quoi. Pour y remédier, Aboubakar Kaba invite l'État à réglementer le secteur tout en mettant en place une commission de surveillance. Ce qu'il faut, c'est un suivi régulier, contrôle rigoureux. C'est très important. Parce qu'il y en a qui, vous avez vu des frigos, combien? Il y en a presque une vingtaine. Stockent le poisson jusqu'au moment où il y a rupture pour le ressortir et mettre aux enchères. Pendant ce temps, les ménages traînent les difficultés avec la dépense journalière fortement impactée ces derniers temps. On vous le disait dans les titres, l'escadron de la gendarmerie mobile d'intervention numéro 03 de Sanoya a procédé à la présentation de 3 individus ce jeudi à la presse. Ils se sont cités dans une attaque à main armée survenue hier mercredi. Le 3e est accusé de vol d'une voiture dont le propriétaire est son maître coranique. Les 3 personnes ont été déférées au TPI de Koya pour répondre des faits et d'accusations qui leur sont reprochés. Antoinette Dédé Onivogui, Abdoulaye Kamara. Il faisait exactement 11 heures quand Amara Sidibé et Mohamed Doumbouya se sont fait passer pour des clients devant une boutique d'Orange Money et d'articles divers. C'est d'abord Mohamed Doumbouya qui est passé en première position pour se placer devant le comptoir. Le temps pour son complice Amara Sidibé de sortir une arme de la marque PMAK pour influencer le propriétaire. Malheureusement pour eux, sortis dehors, Sidibé encore a voulu faire des coups de feu pour dissuader la population et l'arme n'a pas fonctionné. C'est à partir de ce moment que les populations se sont ruées contre eux, ils les ont neutralisés, l'arme leur a été retirée, ils ont commencé à les passer à tabac. Grâce à l'escadron de la gendarmerie mobile d'intervention numéro 3 de Sanoya et la collaboration des populations, les 2 jeunes ont été mis aux arrêts et conduits d'abord dans un espace de santé car froidement tabassés par la foule. Ils ont tous été interrogés et Doumbouya, lui, il reconnaît les faits à eux reprochés. Cependant, Sidibé, il a refusé catégoriquement de parler. Au regard donc des investigations menées dans cette affaire, il ressort qu'il existe des indices graves et concordants de nature à engager des poursuites contre ces 2 présumés pour vol à main armée. Un autre cas, c'est celui de ce jeune qui a volé cette voiture appartenant à son maître coranique.
Malheur pour le jeune, la voiture s'est éteinte par faute de carburant après une distance parcourue par le présumé voleur. Et nous avons été informés de cette tentative de vol. Et immédiatement, il a été interpellé. Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés et il est là, présent devant nous. Après leur présentation, les deux présumés malfrats et un autre présumé voleur ont été devant le procureur de la République près le TPI de Koya pour répondre des faits d'accusation qui leur sont reprochés. Reportage Bernard Kondouno, direction Guinée forestière à présent. Le collège de Cinco dans la préfecture de Beila, construit depuis 1968, n'a jusque-là pas bénéficié d'aucune rénovation. Aujourd'hui, avec un effectif de plus de 1300 élèves, les apprenants et encadreurs travaillent dans des conditions difficiles. Hormis l'état délabré et de l'infrastructure, le collège connaît un manque criard d'enseignants. Les détails, c'est avec André Mossi Milimono et Aboubakar Keke Bangora. Vieille de plus de 50 ans, ce collège est l'une des premières écoles construites ici, à Cinco. Il reçoit à ce jour 1360 élèves qui étudient dans des conditions assez pénibles. Depuis sa création en 1968, ce n'est que cette année que les communautés villageoises ont pu refaire la peinture. Qui nous a aidé à daller un peu les salles de classe et arranger les salles qui étaient très mal, très mauvaises. Donc là, ça a été un coup de soulagement pour nous. Mais sinon, l'école doit être renouvelée là où il est maintenant là. Voici le seul point d'eau utilisé par un millier de personnes. Un vieux puits de plusieurs années d'existence. La nature de cette eau n'est pas une préoccupation pour eux, puisque c'est le seul puits. La bibliothèque de l'école en chantier depuis longtemps sert de dépotoir pour les élèves. Mais selon le principal du collège, le véritable calvaire ici, c'est le manque d'enseignants. Je n'ai qu'un seul professeur de français titulaire. Tout le reste, c'est des contracteurs communautaires. De la physique. Pour tous les groupes pédagogiques, les 13 groupes pédagogiques que j'ai ici, il n'y a qu'un seul professeur titulaire en physique. Géographie, il n'y en a même pas. Histoire, il n'y en a même pas. La majeure partie des enseignants titulaires qui sont mutés ici font juste 3 mois de service, puis disparaissent et ne reviennent plus. Ceux qui restent sont parfois obligés d'enseigner plusieurs matières à la fois, comme cet enseignant qui a déjà passé plus de 10 années ici. J'étais venu avec beaucoup d'autres avec lesquels j'ai été muté à la fois. D'autres ils ont refusé catégoriquement de rejoindre. Mais moi, je suis venu, il y a des gens, des communautaires qui sont là, qui nous épaulent. Mais franchement, s'il n'y a pas de titulaire, vraiment, c'est un manque à gagner. À la fin de chaque mois, les communautés villageoises déboursent plus de 5 millions de francs guinéens pour la prise en charge des enseignants contractuels. À présent, en Moyenne-Guinée, précisément à Tolo, l'une des 13 sous-préfectures de Mamou, est située à 23 km du centre-ville. Elle est une zone à vocation agro-pastorale et regorge d'énormes potentialités. Et cette localité est enclavée à cause du mauvais état de la piste rurale, même si des travaux de réprofilage ont été lancés par l'ancien gouvernement d'Alpha Condé pour son désenclavement. Ceux-ci n'auront duré que pour 8 mois sans succès. Cette situation met des autorités, citoyens et usagers dans un véritable calvaire. Reportage Abdoulaye Diallo depuis Mamou. À l'image de la route nationale Mamou-Labé, celle numéro 7 Mamontougué qui passe par les sous-préfectures de Tolo, Poredaka, Bodje, Kankalabé est dans un état de dégradation très poussé. Les localités qu'elle traverse sont enclavées à cause de son mauvais état. Mais la plus touchée reste la sous-préfecture de Tolo, à 23 km du chef-lieu de la préfecture de Mamou. Ici, les citoyens tirent le diable par la queue. Nos citoyens qui quittaient Conakry pour rentrer à Tolo n'avaient pas besoin de venir jusqu'à Mamou. Ils partaient à la gare routière, emprunter les routes, les voitures qui vont soit à Poredaka ou à Tougué. Mais maintenant, là, il faut venir jusqu'à Mamou. Si c'est la nuit, ils seront obligés de nous appeler et aller les rejoindre à Mamou pour les faire venir ici, malgré tous les dangers. Donc, vraiment, les difficultés ne finissent pas. En novembre 2019, des travaux de reprofilage de cette route nationale pour une longueur de 84 km ont été lancés par le gouvernement d'alors. 8 mois après, le rêve des Jujazés s'est transformé en cauchemar.
L'un des membres de l'entreprise en charge d'exécuter les travaux revient sur les causes de l'arrêt des activités. L'avance de démarrage qu'on nous a donné, c'est presque épuisé. On a fait des travaux supplémentaires, qu'on a fait un attachement. On a envoyé à Conakry. Ils disaient qu'ils allaient nous payer au temps du régime de feu, mais ça n'a pas eu lieu. Donc on a attendu. 2020, rien ne s'est passé. 2021, rien. 2022, on attend toujours. La sous-préfecture de Tolo, zone à vocation agro-pastorale par excellence, abrite la tête de source du fleuve Bafing et l'Enaïe, mais elle reste enclavée. Les autorités locales tendent leurs mains à l'actuel gouvernement de la transition. Vu aussi que cette route est une route nationale, je crois que c'est la numéro 7 qui va jusqu'à Tougué, nous ne pouvons pas ne pas demander au gouvernement de faire face à cette route-là. Reste à savoir si les cris de cœur des habitants tomberont dans de bonnes oreilles. Ailleurs, des députés français se sont exprimés sur le retrait des soldats français au Mali et l'expulsion de leur ambassadeur par Bamako. Jean-Luc Mélenchon fustige l'attitude des autorités maliennes et rappelle les circonstances dans lesquelles cette intervention a eu lieu. Sébastien Nadeau, lui, accuse le gouvernement français d'être responsable de cette escalade verbale entre Paris et Bamako, d'une part, et la montée en puissance du sentiment anti-français qui se développe. Mamadou Kalisso, décryptage. Le député de la France insoumise foudroie les autorités maliennes. Il proteste vigoureusement contre leur décision d'expulser l'ambassadeur de France au Mali, suivi de la demande de retrait sans délai des militaires français sur le territoire malien. Jean-Luc Mélenchon rappelle que ce sont les autorités maliennes d'alors qui avaient sollicité l'intervention de la France pour stopper la colonne de terroristes qui voulaient marcher sur Bamako. 54 militaires français sont morts dans cette mission, poursuit-il. Par ailleurs, il souligne que la France n'est en aucun cas responsable du double coup d'État intervenu au Mali et le report des élections. Nous ne méritons que le respect, et je veux le dire de toute la force de la famille politique que j'incarne et sans doute de tous nos bancs dans cette Assemblée. Nous savons combien ça nous a coûté 9 ans de guerre, 8 milliards, 3 millions par jour. Qui arme, qui finance les djihadistes? Car si ça nous a coûté 9 milliards, combien ça leur a coûté à eux? Et qui l'a payé? Ces députés dénoncent également la présence de Wagner au Mali. Sur un ton menaçant, il avertit les Maliens. Et je dis à mes amis maliens que Wagner au Mali, c'est quelque chose qui va coûter très cher aux Maliens. Dans leur vie, dans leurs habitudes, dans leur organisation. Personne n'a rien à gagner à voir de telles bandes de voyous arriver sur un continent et s'interposer entre la volonté démocratique des peuples et sa mise en œuvre. Sébastien Nadeau, quant à lui, rend Emmanuel Macron responsable de ce qui est arrivé. Il accuse le gouvernement français d'avoir mal diagnostiqué les problèmes au Sahel et le sentiment anti-français qui s'est développé au fil des années. Une situation qui découle du soutien de Paris aux dictateurs africains qui oppriment et affament leur peuple. Ministres et parlementaires Godillot, plateau de France 24, RFI ou de la chaîne parlementaire célèbrent dans une connivence coupable leurs mensonges pour nous expliquer que certains troisième mandats sont bons, d'autres pas. Certains putschistes défendent la liberté aux côtés de la France et d'autres pas, la com pour seule boussole. Sébastien Nadeau estime que le Mali a donné le ton. Bien d'autres nations pourraient lui emboîter le pas. Cet événement tragique, intervenu le 3 janvier 2021, où l'armée française a, dans une frappe aérienne, tué 19 civils réunis pour un mariage, l'interpelle. Rien ne sera plus jamais possible avec le Mali et au Sahel sans excuse officielle de la France ni réparation sur ce sujet, même si nous y avons commis l'irréparable. La pandémie de Covid-19, la crise ukrainienne et bien d'autres conflits géopolitiques minent le monde. Ces députés se demandent comment la France pourrait s'y tenir sans l'Afrique. Le reportage Mamadou Kalisso ainsi prend fin le journal du 19h45 réalisé par Malik Sangiana Kamara. Merci de votre attention. À 22h, vous aurez la prochaine édition d'information avec Idrissa Barry. Bonsoir.